m'appelle François Foutard, j'étais professeur émérite à l'Université catholique de Louvain et j'ai fondé et dirigé pendant tout le temps, et je travaille encore avec le Centre Tricontinental, un centre qui essaye de travailler et de répercuter les idées du Sud vers le Nord, donc Asie, Afrique, Amérique latine, qui publie une revue qui s'appelle Alternative Sud. Et moi-même, je suis prêtre du diocèse de Bruxelles, mais qui a été dédié essentiellement à tout ce travail-là. J'ai travaillé en Asie, en Afrique, en Amérique latine, avec les mouvements sociaux en particulier, et avec le mouvement intermondialiste, comme on dit. Les pays décolonisés récemment d'Afrique et d'Asie, parce que l'Amérique latine était déjà décolonisée, au moins entre guillemets, se sont rencontrés à Bandung pour se concerter, et les grands organisateurs ont été l'Indonésie, la Chine et quelques autres encore, et ont proposé au fond de fait un modèle économique qui est un modèle centré sur le développement national et la substitution des industries par des industries nationales de tout ce qui était importé. Donc ça a été ce que Samir Amin appelle le modèle économique de Bandung, qui était le troisième modèle face au modèle keynésien, c'est-à-dire un modèle occidental industriel avec un certain pacte social entre capital, travail et État, après la Deuxième Guerre mondiale, le modèle socialiste, surtout de type soviétique, et le modèle de Bandung qui était le développement national. Ça, c'était une des perspectives, qui n'a pas été un grand succès parce que le coût du transfert de technologie et de connaissances a été tel que ça n'a pas réussi véritablement à faire le développement, sauf dans quelques grands pays comme l'Inde, la Chine. Et ensuite, ça a débouché aussi sur les non-alignés. Et donc, après ça, cette réunion entre les pays non-alignés qui ont aussi mis ensemble quelques pays, par exemple la Yougoslavie à cette époque. Et donc, le mouvement non-aligné est aussi parti de Bandung. Et donc, en faisant en dehors des forums une réflexion pour se dire comment peut-on arriver à déboucher sur la construction d'un acteur collectif qui existe déjà en partie, on ne dit pas qu'on commence à zéro, mais comment arriver à une certaine cohérence dans la multiplicité aussi. Et donc, cette réunion avait pour but de poser ce problème-là et de se dire, est-ce que nous nous donnons un an pour essayer de voir, avec des groupes de travail qui vont commencer à partir de maintenant, sur les 10 grands points que nous avons discutés ensemble, sur lesquels nous sommes arrivés parfois même déjà à des propositions tout à fait concrètes d'action. Par exemple, profiter de la grande manifestation mondiale qui se fera contre la guerre en Irak et en Afghanistan les 18 et 19 mars prochains, pour y ajouter la dimension opposition à toutes les bases militaires, quelles que soient dans le monde, et donc démantèlement des bases militaires et démantèlement de tout l'armement nucléaire, où qu'il soit. Et que cette manifestation s'enrichisse, si vous voulez, d'une dimension nouvelle. Donc on pourrait essayer de voir toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons, si on peut, dans les différents pays, joindre cette dimension-là. Que dans les 10 groupes, on avait un groupe sur les problèmes de politique internationale, mais aussi par exemple un groupe sur la régionalisation. Et proposer aussi de voir comment on peut renforcer les regroupements régionaux. Par exemple, ce qui se passe actuellement en Amérique latine, avec le Mercosur qui s'élargit, avec l'ALBA. Ce sont des mécanismes qui permettent à des régions de devenir plus autonomes et de se défendre, par exemple, contre les injonctions politiques et économiques d'organismes tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou même l'Organisation mondiale du commerce. Et on a proposé, par exemple, que pour le Moyen-Orient, quelque chose de semblable puisse être pensé. Le Moyen-Orient qui aujourd'hui est, je dirais, dominé par les forces de l'impérialisme, et que l'on puisse se mettre sur pied un forum social de tous les pays concernés par le Moyen-Orient actuel pour éventuellement envisager cette possibilité d'une régionalisation sur d'autres bases. Par ailleurs, si on a aussi travaillé sur les ressources naturelles,
et notamment le pétrole, mais aussi l'eau, et la nécessité de voir comment on peut arriver à faire de certaines ressources naturelles comme l'eau un patrimoine de l'humanité. C'est une idée déjà très ancienne qui a été lancée dans plusieurs forums. Mais bon, comment pourrait-on arriver maintenant pratiquement dans les mois et les années qui viennent à essayer d'imposer cela au niveau des différents pays et puis au niveau mondial. Donc voilà une série de... Même chose sur le plan des travailleurs, l'organisation des travailleurs, non pas seulement de ceux qui sont au travail, mais aussi de tout ce qui est le secteur informel, des petits indépendants qui aujourd'hui sont également affectés par la logique du capitalisme mondial, et de voir comment les organisations des travailleurs aujourd'hui pourraient aussi intégrer tout ce monde du travail, y compris les chômeurs et tous ceux donc, qui sont dans l'informel, pour former un nouveau front des travailleurs face à un capitalisme qui est globalisé, et notamment dans le sein des entreprises multinationales. Et puis il y a une série d'autres questions tout à fait pratiques sur le plan de la sécurité alimentaire et de la prochaine conférence qui va discuter des résultats de Doha, c'est-à-dire de la réunion de l'Organisation mondiale du commerce à propos de l'agriculture, et toute une série de propositions qui sont faites sur le plan des mouvements féminins aussi, et de leur radicalisation, sur le plan également des masses médias, etc. Donc on a fait un peu un tour d'horizon de beaucoup de choses. Donc il faut organiser une lutte, et c'est une lutte des classes à l'échelle mondiale aujourd'hui. Il faut être conscient de ça. Et donc il est absolument important à la fois de mobiliser, mais aussi d'expliquer, de faire comprendre qu'une conscience collective se développe et qu'on puisse ensuite ensemble agir dans différents lieux et dans différents secteurs contre cette domination absolument destructrice à la fois de l'environnement et des êtres humains, pour arriver à une autre organisation de l'économie mondiale et du système politique mondial. Alors, les rapports de force pour le moment sont évidemment très inégaux, c'est évident, mais l'adversaire est cependant plus vulnérable qu'on ne le croit. Et donc, il faut absolument mettre en route des formes de lutte. Parce que s'il n'y a pas de forme de lutte, évidemment, ça va continuer. Parce que le plus fort va toujours écraser le plus faible. Donc il faut une cohésion de la part des plus faibles pour pouvoir arriver à construire un autre rapport de force. C'est que s'il n'y a pas une communication à l'échelle universelle de ce genre d'idées et de ce genre de conscience, tout le monde va rester dans son petit monde et on n'aura pas de répercussions. Donc la répercussion, le rôle des médias dans la répercussion et donc dans la construction à la fois de la conscience collective, mais aussi de ce qui peut se construire sur le plan d'un rapport de force, est tout à fait central. Et d'ailleurs, ils font partie de l'ensemble, parce que la lutte existe à l'intérieur des moyens de communication de masse qui sont en partie dominés par les pouvoirs dominants existants et en partie aussi orientés ou alimentés par les nouveaux pouvoirs populaires qui essayent de se mettre à l'encontre de cette organisation injuste de l'humanité et donc d'une lutte sociale existante. Et donc c'est très important pour les masses médias, aussi bien des moyens officiels, donc pour des journalistes à l'intérieur des grands médias existants, que tout ce qui est des médias alternatifs, qui permettent au moins dans certains créneaux de créer une autre perspective. Sí, Merci bien, hein? Merci, très bien. Gracias. A ti. Bueno, muy bien, muy buen trabajo.